Nous sommes le 6 juin 2012. Le Royaume-Uni tout entier vient de passer 4 jours de fêtes intenses pour célébrer le jubilé de diamant de la reine Elisabeth II qui marque le 60e anniversaire de son règne. C'est de bonne humeur ce jour-là que Claire Holland, 32 ans, se balade tranquillement dans les rues de Bristol pour faire des achats. En fin de journée, vers 21h30, elle se rend au pub Seamus O'Donnell, en plein centre-ville. Elle est filmée par les caméras de vidéosurveillance sur Baldwin Street, portant une tenue noire et des bottes marron. Au bar, elle est de bonne humeur, parle avec des habitués et déclare même qu'elle a un rendez-vous de prévu cette soirée-là. Elle est vue pour la dernière fois sortant du pub à 23h15 à la fermeture. Puis elle disparaît. Elle ne sera jamais retrouvée. Claire est originaire de Lawrence Weston, une communauté soudée en périphérie de Bristol. Née en 1980, ses parents se sont séparés alors qu'elle était jeune et elle a passé son enfance à faire des allers-retours entre les deux maisons. Claire a 2 petites sœurs, Sarah et Rachel, puis, quand son père se remarie, la famille s'agrandit et Claire a alors 2 demi-sœurs, Michaela et Michelle, et 2 demi-frères, Matthew et Michael. Sa sœur Sarah raconte que durant leur enfance, Claire s'est occupée d'elle et de Rachel comme une mère, quand cette dernière était de garde jusque tard dans la nuit. Durant son adolescence, Claire tombe dans la drogue. Placée en famille d'accueil vers 16 ans, elle est ensuite initiée à l'alcool, ce qui va la plonger dans un combat qui durera toute sa vie. Claire est intelligente et a de bons résultats scolaires, mais sa vie se détériore rapidement et vers 20 ans, elle commence à fréquenter des hommes alcooliques et violents. En 2008, Claire a 28 ans et est mère de 3 enfants, mais tous ont malheureusement été placés en famille d'accueil à cause de ses problèmes d'alcool. Claire semble également avoir coupé les ponts avec sa famille par honte. D'après eux, honte de la tournure que sa vie avait prise et de son incapacité à arrêter de boire. Pourtant, ils ont tenté de l'aider, mais sans succès, et ils ont dû prendre leur distance pour préserver leur propre bien-être. Claire connaît des années difficiles et une relation amoureuse très conflictuelle. Mais en 2012, mère de 4 enfants, 3 garçons et une fille, dont le dernier n'a que 2 ans, lui aussi, placé quelques semaines après sa naissance, Claire tente de reprendre sa vie en main. Ce dernier placement lui a fait l'effet d'un électrochoc. Elle veut connaître ses enfants, les voir grandir, renouer avec sa famille. Elle veut une vie normale et stable. Elle reprend contact avec sa mère, Jackie, ses sœurs et son père, David. Le 6 avril, elle envoie à ce dernier une série de messages qui disent « Je suis désolée pour le gâchis que j'ai causé dans ma vie. Je corrige la situation. Papa, je ne suis pas parfaite, mais je t'aime. » Claire emménage dans un nouvel appartement qui sera parfait pour accueillir ses enfants. Elle peint, décore, fait des projets d'avenir. Selon sa famille, elle espérait que les choses allaient s'améliorer. Sa mère Jackie dit que Claire était fière de ses progrès. Elle est en train de changer de vie. Elle boit encore, oui, mais elle a considérablement réduit sa consommation et suit un programme de lutte contre sa dépendance. Il semble qu'elle ait également recommencé à voir certains de ses enfants. Les visites sont supervisées dans un centre de contact, mais Claire s'en fiche. Elle veut juste les voir et ne manque jamais une visite. Une séance est prévue début juin 2012 pour revoir sa fille de 9 ans, Rosie, dont elle était séparée depuis l'âge de 4 ans, et toutes 2 sont ravies. Mais Claire ne reverra jamais sa fille. Claire est décrite par ses proches comme ayant une personnalité joyeuse, chaleureuse et enjouée. Elle aimait ses enfants de tout son cœur. Sa famille est donc très étonnée quand elle ne donne plus signe de vie. Bon, peut-être qu'elle a besoin d'espace après tout, elle a toujours été comme ça, elle a ses difficultés et il lui arrive de s'éloigner. Mais au fil des jours, l'inquiétude se transforme en panique. Claire ne répond pas au téléphone, ne s'est pas présentée à son travail, n'a pas honoré ses visites avec ses enfants, et elle, qui venait d'acheter des meubles pour son appartement, n'a pas donné de ses nouvelles le jour de la livraison. Alors, 8 jours plus tard, le 14 juin, sa famille se rend au commissariat et sa disparition est officiellement signalée. Heureusement, la police prend tout de suite l'affaire en main et l'enquête commence. La famille et l'entourage de Claire sont interrogés. Darren Housemant, le père de son dernier fils âgé de 2 ans, est auditionné. Il admet qu'il devait rencontrer Claire ce soir-là, mais affirme qu'elle ne s'est jamais présentée au rendez-vous. Les policiers décident de vérifier les enregistrements des caméras de vidéosurveillance aux abords du pub. Ils examinent plus de 1700 heures d'enregistrement. Ils retrouvent bien la vidéo de son arrivée au bar, mais ils ne trouvent aucune image de son départ.
Pourtant, le personnel s'en souvient clairement. Il confirme qu'elle est partie juste après la fermeture, à 23h15. Certains pensent qu'elle s'est peut-être dirigée vers le port. Faute d'indices, la police sollicite l'aide du public et interroge toute personne susceptible d'apporter une solution à cette affaire. Claire est décrite comme une femme blanche, mesurant 1m50, mince, avec des cheveux bruns mi-longs, parfois attachés en queue de cheval. Sa famille lance également un appel public à Claire dans les semaines qui suivent sa disparition, déclarant dans un communiqué : « Claire, nous sommes extrêmement inquiets de la durée de ta disparition. Tout le monde est affolé de ne pas savoir si tu es saine et sauve. Tu n'as aucun problème, alors contacte-nous au plus vite. Nous pouvons t'aider et organiser ce dont tu pourrais avoir besoin. Tu nous manques. » Ils sont convaincus qu'elle a été victime d'un acte criminel, car elle avait franchi un cap et était bien plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Il était donc peu probable qu'elle gâche ses progrès, et surtout la possibilité de récupérer la garde de ses enfants en disparaissant de son plein gré. Pour une fois, la police est du même avis, et ce d'autant plus que, des semaines après sa disparition, rien n'indique qu'elle a retiré de l'argent sur ses comptes bancaires, utilisé ses réseaux sociaux ou voyagé au Royaume-Uni ou à l'étranger. Cependant, faute de preuves concrètes, ni de corps, l'affaire est finalement classée sans suite. La famille de Claire est profondément anéantie. Ils craignent ne jamais connaître le sort de leurs proches, et peu à peu, ils perdent espoir. S'adressant directement aux habitants de Bristol, Jackie, sa mère, déclare : « N'hésitez pas à contacter la police pour quoi que ce soit, même un petit détail, car elle avait beaucoup d'amis, beaucoup de gens la connaissent. C'était une personne joviale, elle parlait à tout le monde. Quelqu'un doit savoir où elle est et ce qui s'est passé, si quelque chose s'est passé. » Mais personne ne se manifeste. Les années passent. Nous sommes le 28 juillet 2019, 7 ans après la disparition de Claire Holland. La sonnerie des urgences, le 999 au Royaume-Uni, retentit et une femme décroche. I've handed myself in. Okay. And I've tried to do it already today. Handing yourself for what? It's not a good look for me. It's basically it's something that was it's murder, mate. Pardon? It's murder. It's murder. So you've committed a murder. I haven't personally, but I know. It's sort of. Yeah. Well, what do you mean, sort of? Well, I didn't do it. Okay, so why are you handing yourself in if you didn't do it? Because it was my ex. What, it was your ex that committed the murder? No. I've had enough of it all now. I just want the monkey off my back. I just want this off my back. I feel so bad. I've had it for years on my head. So it happened years ago? Yeah. Right, so how were you linked to the murder if it wasn't you? Because it was my ex. You murdered your ex? Sort of. What's your ex called? Oh, God. Claire Holland. Claire Holland? Yeah. Okay, and what happened to Claire? Well, I don't know exactly. I wasn't there. Okay, so what is it that you're needing to hand yourself in for? I have tried. Tell me I haven't tried. Pour résumer, l'homme bredouille. Je me rends. Pour meurtre. Enfin, pas moi personnellement, mais en quelque sorte. Mais je n'ai rien fait. C'était mon ex. J'ai essayé de me rendre au commissariat ce matin, mais c'était fermé. Mais j'en ai assez. Ce poids pèse trop lourd sur mes épaules depuis trop d'années. La femme à l'autre bout du fil tente de démêler ses paroles. Elle demande « Qui était votre ex ?» Et l'homme lui répond, après un bref instant, « Claire Holland ». Finalement, l'homme renonce, comme exaspéré, et finit la conversation en disant « J'aurais essayé, ne me dites pas que je n'ai pas essayé », puis raccroche. Heureusement, contrairement à l'affaire Lorenzen White, dont j'ai parlé sur ma chaîne, la retranscription de l'appel est transmise aux autorités compétentes. Ils localisent l'homme et partent à sa rencontre. Il semble agité, peut-être alcoolisé.
surprise me? Surprise you, back along 5, 6, 7 years ago, I don't even know when it was now. Yeah. My missus had my son taken off of us Right. for social services, Yeah. so I did the wrong thing really, but I'm admitting to it now. What's your partner's name? What's her name? Claire Holland. Claire Holland. I didn't do it. You didn't do it. I didn't do it. Okay. I had it arranged, Yeah. and I won't say any more than that. Okay. Right. I've just had it up to my eyeballs, bud. I've had enough of ducking and diving and looking over my shoulder and all the rest of it. I've had enough. I just want to get it. Whatever's done's done. It's all in it. Whatever's done's done, isn't it? You haven't told us anything. And something happened about 7 years ago. We haven't said anything But you haven't else. said what? I had her killed. Right, okay. How? I gave some money to someone and they had it done. Right, okay. But I can't say any name, obviously no names or numbers or anything like that. Mais il précise qu'il ne l'a pas fait lui-même, qu'il l'a commandité, mais que cette histoire lui prend trop la tête, qu'il a besoin d'en parler, qu'il en a assez. Mais les policiers ne semblent pas très convaincus par son histoire, ce qui exaspère l'homme. Il ajoute qu'il a payé quelqu'un pour le meurtre, mais qu'il ne donnera aucun nom. Il est arrêté et mis en prison. Vous l'aurez deviné, cet homme, c'est Darren Osment, l'ex-compagnon de Claire, le père de son plus jeune fils. Les enquêteurs qui se penchent donc à nouveau sur ce cas sont extatiques. Ils se disent que l'affaire est bientôt résolue. Mais le lendemain, Darren revient sur ses aveux. Il dit ne se souvenir de rien, qu'il était trop ivre. Donc, les détectives n'ont rien et sont obligés de le laisser partir. Mais ils sentent que Darren a eu un rôle à jouer dans la disparition de Claire. On n'avoue pas comme ça avoir engagé un tueur à gages si on n'a rien à se reprocher, surtout 7 ans plus tard. Darren et Claire étaient tous deux alcooliques et se sont rencontrés en 2008 alors qu'ils travaillaient dans un café, elle en tant que serveuse, lui en tant que cuisinier. Après 1 an et demi d'une relation tumultueuse, Claire donne naissance à leur fils, qui sera placé en famille d'accueil à l'âge de 1 mois. Après ça, Darren a quitté Claire et leur appartement et les deux amants ont plus ou moins coupé les ponts. Du côté des enquêteurs, la décision est prise de ne pas le laisser filer si facilement, et en décembre 2020, un agent infiltré est envoyé pour tenter d'obtenir des aveux. Il se fait appeler Paddy O'Hara et déménage à Patchway, dans le quartier de Bristol où vit Darren. Au fil des mois, Paddy noue une relation amicale avec Darren, se faisant passer pour un petit criminel vendant des vêtements volés tout en buvant et en jouant au billard avec lui au pub. Afin de gagner sa confiance, la police imagine de faux scénarios criminels, comme celui où Paddy demande à Darren de faire le guet pendant qu'il détourne un camion sur une aire de repos d'autoroute. Au cours des 20 mois qui ont suivi, Darren a commencé à considérer l'agent infiltré comme son ami le plus proche et a commencé à faire un certain nombre d'aveux effrayants. En 2021, la police annonce officiellement la réouverture de l'enquête au public et procède à des fouilles et des perquisitions, notamment au pub Barrel House, tout en précisant, je cite, « Les locataires du pub, actuels et anciens, n'ont aucun lien avec notre enquête sur la disparition de Claire. » Des équipes de police sont déployées dans le port flottant, autour de Castle Park. Les agents de recherche utilisent un bateau pour accéder aux zones souterraines sous Castle Park, accessibles uniquement par l'eau, à proximité du pont de Bristol. Des fouilles sont effectuées dans la vieille ville, dans l'espoir de retrouver un indice, mais surtout un corps. Mais Claire reste introuvable. En juillet 2022, Darren Osment, 40 ans, est arrêté et inculpé pour le meurtre de Claire Holland. Son procès s'ouvre le 16 octobre 2023 à la Crown Court de Bristol. Il plaide non coupable. Au moment de la disparition de Claire, Darren avait 30 ans et travaillait au Richmond Steak à Clifton, établissement qui est depuis devenu The Barrel House, d'où la perquisition en 2021. L'enquête révèle que Darren a, au cours des dernières années, avoué à 5 personnes différentes qu'il était impliqué dans le meurtre de son ex-compagne et dans l'élimination de son corps, dont une nouvelle amante, des amis, des policiers en uniforme, un opérateur d'appel 999 et Paddy O'Hara.
Plus précisément, Adrian Mulcahy, qui vivait avec Darren dans une maison partagée dans le Devon, décrit une conversation le soir de leur première rencontre, en 2013. Au cours de cet échange, Adrian a partagé qu'il avait récemment été en prison pour un incident domestique avec sa partenaire de l'époque et a dit à Darren « J'aurais aimé tuer cette garce ». En réponse, il aurait dit « Moi, je l'ai fait ». Puis aurait continué en disant qu'il avait étranglé Claire et jeté son corps dans les docks d'Avonmouth, ajoutant « Personne ne m'empêche de voir mon fils ». En 2014, il a avoué à un collègue qu'il était furieux contre Claire pour l'avoir éloignée de son garçon et qu'il l'avait étranglée à mort et s'était débarrassé de son corps à Bristol. En 2018, il aurait déclaré à Michael Salway, dans un pub de Topsham, qu'il a payé quelqu'un 500 livres pour exécuter Claire. Une 6e personne, un détenu qu'il a rencontré en entendant son procès, a également déclaré que Darren lui avait avoué les faits, mais alors qu'il confirme les 5 premières révélations, il nie cette dernière. Le procureur demande « Pourquoi avez-vous avoué à toutes ces personnes ?» Darren répond « Faute d'une meilleure explication, car je suis un idiot ivre. » Le procureur insiste et lui demande pourquoi il aurait avoué son implication dans le meurtre de Claire ou dans l'élimination de son corps, à part s'il en était l'auteur. Mais Darren répond « Bonne question. Trop boire, essayer de me mettre en valeur, me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. La combinaison des trois. » L'agent infiltré raconte tout ce qu'il a appris suite aux mois passés aux côtés de Darren. Il s'avère que Darren discutait régulièrement d'alibi et de la possibilité de blâmer d'autres personnes pour le meurtre. Lors de la diffusion d'un enregistrement, il dit à l'officier sous couverture « J'ai fait ce que j'ai fait. À cause de ce qu'elle a fait, elle ne reverra plus la lumière du jour. Ne t'inquiète pas pour ça. » Dans un autre enregistrement, Darren déclare qu'il avait des compétences en matière de couteau grâce à sa formation de chef et passe sa main sur sa poitrine tout en émettant un bruit de sifflement comme pour indiquer qu'il avait découpé le corps de Claire avant de s'en débarrasser au dock d'Avonmouth. D'où les fouilles par la police en 2021, afin de tenter de le retrouver. Darren a également dit à l'agent qu'il s'était débarrassé de l'arme utilisée lors du meurtre en la plaçant dans la boîte à couteaux d'un autre chef. À une autre occasion, il marchait près de Seven Beach quand Darren a mentionné que Claire avait eu une putain de bonne leçon de natation et a mentionné que son corps était à mi-chemin de l'Espagne. Il a ajouté « Tout est fini, tout le travail, les vêtements ont brûlé dehors. À ma connaissance, les petits bouts sont éparpillés. » D'après l'officier, Darren, rempli d'une haine intense, qualifiait souvent Claire de garce stupide et n'a jamais parlé d'elle de manière positive. Il la qualifiait même de toxique et de démoniaque et ne l'appelait jamais par son nom. Paddy O'Hara déclare au procès que lorsque Darren parlait d'elle, il avait souvent des hauts le cœur ou devait vomir et il lui a parlé à plusieurs reprises du meurtre de témoins qui avaient fait des déclarations contre lui. Le jury entend M. O'Hara donner des exemples de Darren perdant son sang-froid presque quotidiennement. À une occasion, il l'a vu donner des coups de pied et piétiner son chien après que celui-ci ait essayé de monter à l'arrière d'une camionnette au lieu de monter à l'avant. L'agent infiltré a également vu Darren se montrer verbalement agressif envers sa mère et parler agressivement d'une travailleuse sociale impliquée auprès de sa famille en disant qu'il voulait la tuer devant ses enfants puis mettre le feu à son corps. À la barre, Darren, qui témoigne pour sa propre défense, revient sur sa relation avec Claire. Il explique qu'un an après le début de leur relation, elle est tombée enceinte, ce qui l'avait laissé choqué. Il déclare qu'ils étaient tous deux de gros buveurs, décrivant leur relation comme motivée par l'alcool, mais lorsqu'ils ont appris qu'ils allaient devenir parents, ils ont emménagé dans une maison de 2 chambres à Bradley-Stoke, Bristol, pour une nouvelle vie. Mais il raconte qu'il rentrait souvent du travail et trouvait Claire ivre, même après la naissance du bébé. Il a dit, je cite, « Je suis rentré à la maison, Claire était endormie sur le canapé, mon fils criait, 2 bouteilles de vin vides étaient dans la cuisine et une à ses pieds. Je lui ai demandé à quoi elle jouait. J'ai pris mon fils et j'ai sorti Claire de la pièce avec mon autre bras. » Darren continue et relate qu'il l'a ensuite poussée et qu'elle est tombée dans les escaliers et qu'elle est restée allongée là un long moment. La police a été appelée ce jour-là et ensuite le bébé a été pris en charge par les services sociaux. Puis le couple s'est séparé.
Dans tous les cas, Darren affirme que rien de ce qu'il a dit à monsieur O'Hara n'était vrai. Il déclare qu'il essayait simplement d'impressionner un homme qui croyait être un membre important du monde criminel. Pour l'accusation, le mobile du crime est donc que Darren tenait Claire comme responsable du placement de leur enfant. D'où sa phrase quand il a dit « Elle a pris mon fils, alors je lui ai pris sa vie ». You know, took the law into my own hands, basically. And, you know, she took my son away from me, so I took that from her. Well, a life, really. D'ailleurs, il a aussi dit à l'agent infiltré, je cite, « Ça me rend malade, mais je l'ai fait pour mon enfant, parce qu'elle a fait du mal à mon fils. » D'après l'enquête et l'accusation, Darren a attiré Claire au pub où il travaillait comme chef à Clifton le soir du mercredi 6 juin 2012. Ils se sont sûrement disputés car Claire lui a appris que leur fils avait été confié à une de ses tantes qui habite à Torquay, à 2 heures de route, et qu'il était déjà parti. Alors, il serait entré dans une rage folle de ne pas avoir pu dire au revoir à son fils et l'a tué, puis s'est débarrassé de son corps, probablement dans l'eau. Il a fait disparaître les preuves matérielles en brûlant ses vêtements et en jetant le couteau qu'il prétendait avoir utilisé. Pour eux, Darren est un homme avec un tempérament explosif et une propension à utiliser la violence lorsqu'il est en colère, y compris envers ceux qui sont plus faibles et plus vulnérables que lui. Lors de sa plaidoirie, l'accusation déclare « Il s'agissait d'un crime brutal et prémédité, motivé par sa haine profonde envers Claire. Je n'ai aucun doute, Darren Osment représente un danger pour les femmes et nos communautés sont plus sûres avec lui derrière les barreaux. » Le 11 décembre 2023, Darren Osment est reconnu coupable du meurtre de Claire Holland. Après le verdict, l'enquêteur principal, le détective Anant, déclare « Les preuves que nous avons minutieusement recueillies au cours des 4 dernières années ont prouvé que Darren Osment est un misogyne égoïste et violent qui a abusé de presque tous ceux dont il était proche. » Le 20 décembre 2023 se tient l'audience de détermination de la peine. Voici la retranscription du verdict de la juge Cutts. Claire Holland était âgée de 32 ans au moment de son décès en juin 2012. Les témoignages profondément touchants que j'ai entendus et lus témoignent clairement qu'elle était une personne chaleureuse et pleine de vie et profondément aimée. Elle avait connu des difficultés dans sa jeunesse, mais en 2012, selon sa mère, elle entamait un nouveau chapitre de sa vie. Elle avait un nouvel appartement, avait renoué avec sa famille et suivait un programme d'arrêt de l'alcool. Elle était fière d'elle et des efforts qu'elle déployait, à juste titre. Elle espérait pouvoir un jour accueillir ses enfants, dont elle ne manquait jamais des visites, et malgré les difficultés de sa vie. Elle était heureuse et optimiste quant à l'avenir. Un nouveau départ l'attendait. Et vous l'avez privée de ce nouveau départ. Vous l'avez privée de l'avenir qu'elle méritait. Vous l'avez arrachée définitivement à sa famille qui la soutenait, l'aimait et la chérissait. Vous l'avez arrachée à ses enfants qui tous, y compris votre propre fils, ont dû grandir sans sa présence et son amour. Ils ont naturellement lutté pour surmonter sa perte, mais votre comportement depuis sa mort a aggravé leur souffrance. Vous devrez assumer les conséquences de vos actes face au châtiment que je vous inflige aujourd'hui. Je reconnais qu'un tel châtiment ne pourra pas la ramener à la vie. Ceux qui l'aiment et la chérissent devront vivre éternellement avec sa perte. Pendant 11 longues années, personne sauf vous n'a su ce qui était arrivé à Claire. Elle a disparu dans la nuit du 6 juin 2012 sans jamais plus contacter sa famille ni ses enfants. Une enquête policière approfondie a été menée, mais elle n'a jamais été retrouvée. Vous avez été entendu au cours de cette enquête. Vous auriez pu et dû raconter à la police ce qui s'était passé. Vous auriez pu et dû admettre avoir tué Claire. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez laissé sa famille dans l'angoisse de ne pas savoir où elle était ni ce qui s'était passé. Alors que vous cherchiez à reprendre le cours de votre vie, vous avez laissé sa famille dans l'incertitude, s'occupant de son plus jeune enfant et essayant de lui donner, ainsi qu'à ses autres enfants, des réponses qu'il n'avait pas. Pourtant, il est clair que vous ne pouviez pas vivre avec le poids de vos actes. J'accepte la thèse de l'accusation, que vous étiez hanté par ce fait, et cherchant à alléger le fardeau de vos actes, vous avez avoué au fil des ans à 6 personnes. Si vous aviez eu de véritables remords, vous auriez parlé à la police et auriez assumé les conséquences de votre crime. En 2010, vous aviez eu une relation avec Claire, qui est tombée enceinte. Cette relation était marquée par un abus d'alcool de votre part et, à mon avis, par des actes de violence également.
Comme vous l'avez reconnu au cours du procès, il était juste pour votre fils qu'il soit placé en famille d'accueil à ce moment-là, mais vous avez eu tort d'affirmer que c'était à cause de Claire. Permettez-moi de vous le dire clairement. Vous étiez tous les deux responsables du fait qu'il ne pouvait pas être pris en charge à la maison. Vous buviez tous les deux, mais au lieu de prendre soin de Claire et de l'aider à s'occuper de lui, au lieu de régler vos propres problèmes d'alcool et de l'aider à régler les siens, vous avez été critique et violent envers elle. La police a été appelée après que, je crois, vous avez jeté Claire dans les escaliers peu après la naissance de votre fils. Vu votre attitude envers Claire, mais aussi les témoignages que j'ai entendus au procès sur votre moralité, vous êtes, selon les mots de votre propre mère, un ivrogne infâme. Vous êtes prompt à vous emporter et violent envers les femmes. Claire a été la victime de ces violences. Elle a eu tout intérêt à ce que vous vous sépariez peu après la prise en charge de votre fils en 2010. Dans les semaines précédant le 6 juin 2012, des dispositions ont été prises pour que votre fils soit transféré à Torquay et soit pris en charge par un proche de Claire. Il semble qu'il ait été déplacé sans que vous ayez eu le temps de lui dire au revoir et Claire souhaitait vous en parler. Elle vous a appelé le 6 juin pour vous demander de la rencontrer. Je suis convaincue, au vu des preuves, que vous vous êtes donné rendez-vous. Et je pense que vous vous êtes disputé lors de cette rencontre. Elle était vulnérable, il était tard le soir et elle avait bu. Lorsque vous avez avoué avoir tué Claire, vous avez dit à certains que vous l'aviez étranglée et à d'autres que vous aviez payé quelqu'un pour la tuer. Je suis sûre que vous l'avez tuée vous-même. Vous viviez au jour le jour dans un foyer et n'aviez pas les moyens de payer quelqu'un pour le faire. En disant cela, vous cherchiez seulement à vous distancer de l'horreur que vous avez fait en insérant un autre personnage mystérieux dans le tableau. Je suis convaincue, au vu des preuves, que vous êtes responsable du démembrement et de l'élimination du corps de Claire, et compte tenu de votre réaction face à l'eau, que vous avez jeté son corps dans l'eau. Pour le bien de la famille de Claire et de votre fils, je vous exhorte pour une fois à assumer vos actes dans un avenir très proche et à révéler ce que vous avez fait et où son corps pourrait être retrouvé afin qu'elle puisse être enterrée. Bien que je sois certaine que vous aviez convenu d'une rencontre avec Claire la nuit de sa mort, les preuves sont insuffisantes pour que je conclue à un degré significatif de planification ou de préméditation dans vos actes. Il me semble plus probable que vous l'ayez tué sous l'effet de la colère. Darren Osment est condamné à la réclusion à perpétuité avec une peine minimale de 20 ans avant de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle qu'il pourra demander le 15 janvier 2044. En guise de dernier geste de défi, il brandit une pancarte « Innocent » alors qu'on le conduit en cellule pour commencer sa peine. Je trouve intéressant que Darren ait dit à au moins une de ses anciennes petites amies qu'il avait tué Claire. À mon avis, il n'a pas dit ça par culpabilité, c'était plutôt sa façon de contrôler les femmes. Sois sage, sinon tu finiras comme Claire. Ces semblants d'aveux au fil des ans ne me semblent pas être de la culpabilité ou des remords. Il fait partie de ces agresseurs conjugaux méprisables qui prétendent que leur comportement est motivé par le souci de leur enfant. Il a abusé de tous ceux qui l'entouraient durant toute sa vie pour servir ses propres intérêts. Je serais curieuse de savoir dans quelle mesure il a réellement pris la peine de maintenir des contacts avec le fils dont il prétend tant se soucier une fois qu'il fut placé. Concernant le meurtre, je pense que oui, il était probablement affecté par le départ de son fils, mais peut-être aussi que Claire a dit ou fait quelque chose qui lui a donné le sentiment d'être méprisé ou insignifiant et que ça lui a déplu. Claire était dans une bien meilleure situation que la dernière fois qu'il l'avait vue, et cela l'a peut-être rendue plus confiante pour affronter son ancien partenaire. Peut-être que Darren n'a pas pu supporter de voir que Claire commençait à s'en sortir, alors que lui était toujours coincé au même endroit dans la vie, et pour la punir de l'avoir défiée, de l'avoir rabaissée, il l'a tuée pour reprendre le contrôle. Je ne pense pas qu'il l'ait démembré. Je pense que cette partie de son récit visait à se faire passer pour un homme important, un criminel dangereux, quelqu'un qu'il ne faut pas contrarier. Cependant, nous n'aurons probablement jamais le fin mot de l'histoire car Darren refuse de révéler où se trouve la dépouille de Claire. C'est sa dernière forme de contrôle. Le 29 avril 2024, il a été signalé qu'il allait faire appel de sa condamnation. Il se dit donc toujours non coupable et la famille de Claire ne saura sans doute jamais où est passé son corps. À la suite du procès, sa sœur Sarah a déclaré « Nous avons été révoltés d'apprendre à quel point la vie de Claire nous a été cruellement arrachée. Sa mort était totalement insensée et injustifiée. La personnalité de Claire a été ouvertement attaquée, mais elle n'était pas là pour se défendre. Nous ignorons toujours tous les détails de ce qui est arrivé à Claire.
Son corps n'a jamais été retrouvé. La personne qui lui a ôté la vie continue de nous faire souffrir. Nous continuons de souffrir de ne pas savoir comment se sont déroulés ces derniers instants. Nous sommes hantés par le fait de ne pas avoir pu la revoir une dernière fois. Elle mérite qu'on lui offre un lieu où reposer et où nous puissions honorer et respecter sa mémoire, mais il nous refuse ce droit. Et c'était la très triste histoire de Claire Holland. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous!